Hello les amis, chaque fois que je termine une émission, je me dis ah bah dis donc, demain je vais les laisser tranquilles, il n'y aura plus rien à dire, mais non, c'est pas que une pandémie, c'est pas qu'une crise, c'est une révolution des sociétés, il y en a qui n'en sont pas encore conscients, mais ils vont vite s'en apercevoir dans les jours qui viennent. Donc moi, dès le début de mes émissions, j'avais décidé de soutenir le traitement du professeur Raoult. Pas parce que j'étais fan du professeur Raoult, loin de là, mais uniquement parce que ça fonctionnait, qu'il y avait très peu d'effets secondaires, que ça coûtait pas cher, que c'était pas très toxique par rapport à des antiviraux, par exemple. Et donc, j'ai pas compris pourquoi on n'a pas tout de suite suivi ça, quoi. Avant de comprendre que toute la mafia des labos, qui a mis en place des hommes à elle, à toutes aux instances du pouvoir, ferait tout pour détruire ce, ce remède qui ne coûte rien. Donc à partir de là, il fallait protéger ce remède et donc communiquer. Ça a été repris par beaucoup d'autres qui en ont fait bien mieux que moi. Et ça commence à prendre. Alors ça commence par à prendre en France, hein, puisque vous avez vu que le troisième virage à 180 degrés de ce gouvernement de menteurs et de ce ministre de la Santé qui n'ose, qui est sous le joug des labos, se réserve ce traitement uniquement aux phases ultimes de la maladie, là où il sert à rien, donc c'est fait exprès, une fois de plus. Mais hélas, pour lui, dans le monde entier, on utilise ce médicament. Donc là, on a le docteur Otselenko qui a publié, qui exerce dans l'hôpital de Monroe, dans l'État de New York, l'un des États américains les plus touchés. Et donc, il a traité 500 patients. Et donc, il a dit, bah voilà, je les ai traités en avance, hein, comme le protocole du docteur Raoult le disait. 0 décès, 0 hospitalisation et aucune intubation. Et donc, sa prescription, c'est voilà ça. C'est de l'hydroxychloroquine, 200 mg 2 fois par jour pendant 5 jours. Azithromycine, 500 mg une fois par jour et pendant 5 jours. Et il a rajouté du sulfate de zinc. Vous voyez, hier, hein, dans l'émission, je vous parlais du zinc et de l'importance de cet élément quand on a ce genre de réponse immunitaire à donner à un organisme qui rentre en vous. C'est le zinc que le corps va pomper en premier. Et donc si vous êtes en carence de zinc, c'est pas bon. Nous avons de bonnes nouvelles du Sénégal. 0 décès au Covid. Le professeur s'est dit en phase avec Didier Raoult. Voilà. Donc ça a été fait, la révélation a été faite le jeudi 26 mars, où aucun décès de la maladie n'a été enregistré. Et malgré le premier cas qui était assez tôt hein, au Sénégal, parce que je crois que c'était quelqu'un qui était revenu Voilà, son premier cas enregistré le 2 mars. Voilà, il n'a connu aucun décès. Donc franchement, bravo le Sénégal. Mais un grand bravo. Moi, je suis très content que ça ne se propage pas en Afrique. Et la bonne nouvelle vient aussi du Royaume du Maroc, arrêté, vous voyez, du 23 mars 2020, pour l'hydroxychloroquine. Avec, ils ont mis le traitement ici, les recommandations, à peu près identiques à celles du professeur Raoult, cela va marcher. Comme par hasard, la Russie dévoile son médicament pour traiter le coronavirus. Et évidemment, c'est un médicament antipaludique, c'est-à-dire la même chose que la chloroquine, qui elle s'appelle la mefloquine. Donc ce qui prouve que le professeur Raoult avait raison depuis le début. Et notre gouvernement, lui, attend toujours que Big Pharma lui dise quoi faire, parce que Big Pharma, ben, ça n'intéresse pas. Hein. Ce traitement Raoult à 7,50 € là. Donc ça commence à se voir, évidemment. Donc ici, vous avez une lettre ouverte d'un simple médecin généraliste, publiée le 27 mars, Jean-Pierre Ribas, à monsieur le ministre de la Santé,
Donc je viens d'apprendre que votre décret du 26 mars m'interdit désormais de prescrire cette molécule à mes patients. Depuis 3 semaines, je voyais des Covid en consultation, et de plus en plus chaque jour, une vingtaine rien qu'hier, tous repartis chez eux avec du paracétamol et des paroles rassurantes, et la certitude de pouvoir me consulter à nouveau en cas d'aggravation. Allô, hélas, je ne dispose toujours d'aucune possibilité de transformer mes hypothèses diagnostiques en certitude, faute de tests, toujours le scandale, pas de test, pas de masque dans ce pays. Mais avec votre décret, vous venez de déconsidérer tous mes confrères généralistes aux yeux de la population. Jusqu'à là, nous représentions cette armée de médecins de première ligne qui brassaient du Covid à longueur de journée, protégés derrière quelques pauvres masques péniblement acquis. Les fantassins, quoi. Mais lorsque notre général demande à son artillerie de pillonner ses propres troupes, il n'y a que deux solutions, la désertion ou la mutinerie. Aujourd'hui, après une nuit d'insomnie, je me sens totalement démotivé. On vient de me retirer le droit de délivrer une ordonnance d'hydroxychloroquine que je prescrivais à mes patients rhumatisants depuis 40 ans. Une molécule que j'ai avalée pendant plus d'un mois contre le paludisme lorsque je me suis rendu à l'appel de la sécurité civile française en Haïti après le tremblement de terre de 2010. Et qu'on ne vienne pas me rabattre les oreilles avec la pénurie. Elle est où l'industrie pharmaceutique française que j'engraisse à coups de prescription depuis que j'exerce mon métier? Ils sont où les milliards d'euros que notre président jupitérien a mis sur la table? Qui mange autour de cette table? Vous savez ce qui manque à votre comité scientifique qui se réunit à l'Élysée pour conseiller M. Macron? Il manque des généralistes, des urgentistes, des infirmières, des aides-soignantes pour vous faire comprendre les problèmes que pose chacune de vos mauvaises décisions. Voilà, je me suis révolté, maintenant je déserte, démerdez-vous avec ces pandémies. Docteur Jean-Pierre Rapin. Vous comprenez maintenant le sens des vidéos que je mettais avec ce genre de photos. Les photos du marionnettiste, de quelqu'un tapis dans l'ombre, quelque chose tapis dans l'ombre, qui manipule tout le monde. On comprend que, à travers ce que vient de dire ce médecin, que d'un côté nous avons un traitement qui marche, des médecins qui ont fait allégeance au serment d'Hippocrate, qui veulent soigner des malades, et d'autres qui ne veulent pas. Cette force de l'ombre manipule le conseil soi-disant scientifique, où on comprend qu'il y a ce comité d'analyse, de recherche et d'expertise qui est complètement manipulé, hein, car il n'y a aucun généraliste, aucun urgentiste, aucune infirmière, aucune aide-soignante. Et donc, il manipule ces gens-là. On comprend que depuis 40 ans, comme il dit, il délivrait de l'hydroxychloroquine et que maintenant on lui interdit, parce qu'évidemment on a interdit l'hydroxychloroquine, surtout pour ne pas soigner les gens. Soigner les gens. Vous avez suffisamment de témoignages maintenant, soit sur le net, soit sur ma chaîne dans mes précédentes émissions, pour vous démontrer la totale innocuité de cette molécule. Hier, Douste Blazy encore, cardiologue, médecin. Et vous vous rendez compte aussi de la phrase qui dit « Elle est où l'industrie pharmaceutique française que j'engraisse ?» J'engraisse. Il sait qu'il engraisse un monstre. Il le sait. Il le dit maintenant. Grâce à cette pandémie, il le dit depuis que j'exerce mon métier. Et ils sont où les milliards d'euros promis par Emmanuel Macron? Et là, vous comprenez aussi qu'au bout de la ficelle, vu qu'il n'y a que nous, le peuple d'Internet, qui en parlons, qui manipule aussi les médias, tous les médias, radio, télé, presse papier, quasiment tous, parce que sinon ils leur retirent la publicité énorme, 40% du budget que ça représente pour une chaîne télé, les recettes publicitaires venant de Big Pharma, qui ne contrôle pas que la pharmacie, qui contrôle aussi, je vous rappelle, les produits phytosanitaires, de l'alimentaire, les produits cosmétiques. Donc là, vous comprenez la manipulation. Vous la comprenez, la manipulation. Et vous comprenez qu'on n'est pas des complotistes. On dit juste, nous, la vérité qui, là, éclate à la figure de tous. De tous. C'est eux les menteurs. C'est eux les menteurs. Alors cette force de l'ombre qui manipule, elle n'est pas, hélas, présente qu'en France. Je mets un témoignage de la Suisse. Bonjour, je ne sais pas comment me faire entendre. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous. Help. J'ai 2 amis médecins généralistes en Suisse qui viennent de recevoir dans le cabinet
du canton de Vaud une lettre très officielle leur interdisant de prescrire de la plaquenil à leurs patients, c'est de l'hydroxychloroquine. Oui, je dis bien interdiction aux généralistes de prescrire ce médicament qui sauve des vies. À qui profite le crime? Je suis dégoûté. J'habite en Suisse et chaque mois nous payons des assurances maladie de fous. Oui, c'est le contribuable qui a l'obligation de s'assurer. Tous les mois, pour mon mari et moi-même, nous payons un montant qui s'élève à 1100 francs suisses pour que nous disent « Ah, mais non, vous ne pouvez pas avoir ce médicament. » Écœurant. La Suisse connue pour être riche, ils ne font pas de tests systématiques que pour les personnes à risque. Les autres vont se faire. De plus, ici, il manque aussi des tests, des respirateurs. 1000 lits environ sont intensifs, pas suffisamment de masques, etc. Honteux. Au Sénégal, ils font mieux. Il est où le problème? Je ne comprends pas. Aidez-nous à y voir plus clair. Oui, le problème, il est là. Vous le découvrez maintenant. Nous, ça fait des années qu'on le dénonce sur nos chaînes, nos petites chaînes internet. Certains l'appellent le gouvernement profond, le gouvernement de l'ombre. Moi, je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans mes émissions. C'est les corporations des multinationales. Donc Big Pharma est la plus grande. Ces corporations dirigent le monde. Vous avez je ne sais pas combien d'interviews d'hommes politiques. Regardez les interviews de l'excellent Philippe de Villiers qui dit on dirige rien. On dirige rien, c'est eux qui dirigent. Nous, on est juste des faire-valoir. Même pas peur, même pas mal, comme disent mes petits-enfants. Bonjour, moi je suis Patrick Leborgne, médecin généraliste à La Roche-Blanche, dans le Puy-de-Dôme. Je suis actuellement en quatorzaine parce que j'ai attrapé le Covid-19, testé positif mardi. D'abord un mal de gorge, comme si j'avais chopé une pharyngite, associé à des frissons et des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête importants. Et très rapidement, s'est installé un essoufflement et une toux douloureuse. Contrairement au dogme auquel on devrait obéir, j'ai appliqué immédiatement le traitement décrié du professeur Raoult, c'est-à-dire que dès samedi midi, je prenais du plaquenil, donc de la chloroquine, et de l'azithromycine. Parce que ça me semblait actuellement, vu la crise sanitaire, le choix entre rien du tout et quelque chose qui est peut-être efficace, j'ai choisi d'opter pour le peut-être efficace. Les premiers symptômes sont apparus vendredi dernier, et donc testé positif mardi, et je pense que j'ai été contaminé par un patient le vendredi de la semaine d'avant. Pour l'instant, de toute façon, nous médecins ne pouvons nous l'appliquer qu'à nous-mêmes, mais je pense que, sous couvert de précautions, je pense qu'on peut donner ce traitement à 80% de la population, et surtout pas le réserver aux gens qui sont en train de mourir en réanimation. Ça sert strictement à rien de leur donner. J'ai 66 ans. J'ai immédiatement coché que c'était Covid-19 pour la simple raison que les grippes ont disparu aujourd'hui et surtout je suis vacciné. Et sur la brutalité de l'installation, pour moi ça faisait pas l'ombre d'un doute. Non, même pas peur, même pas mal, comme disent mes petits-enfants. Ah, pas du tout, je suis en pleine santé, je suis jamais malade. Aujourd'hui, je vais parfaitement bien, contrairement aux 5 derniers jours. Et ils ont dit ça parce qu'il n'y avait pas de masque. Donc, quand on n'a pas de masque, on dit que ça sert à rien. Non. Le vaccin existe pour la grippe et on a des épidémies de grippe quand même, hein. Donc ça n'empêche pas, ça limite la casse pour les sujets fragiles qui acceptent la vaccination.
Non, ce qu'il faut, c'est se référer à ce que les Coréens du Sud ont fait, hein. Dépistage de masse. Si on ne fait pas un dépistage de masse, quand on va sortir du confinement, on va libérer les gens qui sont porteurs. Le docteur Lardenois, il s'appelle, qui est président de la Caisse autonome de retraite des médecins français. Il a demandé à ce que nous ayons, nous médecins, l'autorisation de nous fournir en plaquenil, de façon à ce que tous les médecins qui vont être atteints, et il va y en avoir des dizaines de milliers, se traitent. Et comme nous sommes des professionnels de santé, on pourra faire des observations quotidiennes de l'évolution de la pathologie et avoir très rapidement un retour d'expérience fait par des gens formés. Mais il nous faut cette autorisation. Et ce qu'a dit le docteur Lardenois, c'est que là, nous sommes dans une crise sanitaire. Nous ne sommes pas dans une crise politique. Et dans une crise sanitaire, la parole doit rester aux professionnels de santé, pas aux politiques. Nous, ces médicaments, ça fait 40 ans qu'ils sont mis sur le marché, qu'ils sont vendus, on les utilise, on les connaît, on ne fera pas de bêtises. Il faut faire confiance aux professionnels de santé. Pour l'instant, c'est très bien géré. Ils ont organisé parfaitement la libération des lits, que ça soit sur le CHRU, ou à la clinique de la Châtaigneraie ou au pôle santé République. On a libéré des lits de chirurgie en annulant les interventions chirurgicales programmées. Et là, on a capacité à recevoir beaucoup de patients. Heureusement, jusqu'à présent, on n'en a pas beaucoup d'hospitalisés, et tant mieux. Mais le message à faire passer, c'est surtout donner-leur des masques. Hein. Parce que moi, j'ai exercé, j'étais en vacances, j'ai repris mon activité le 2 mars. Jusqu'au 19 mars, on n'avait pas de masque. Donc on était en première ligne sans masque. Donc inéluctablement, c'est comme si on envoyait nos soldats au Mali avec des pistolets à bouchon. Témoignage extraordinaire de médecins. Et on vous en faudra combien, messieurs les journalistes? 12 000. Donc, encore une fois, un médecin qui s'auto-médicamente avec le traitement de l'hydroxychloroquine. Encore une fois, ça marche, sans effet secondaire. Et encore une fois, il ne peut pas le délivrer aux patients. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Alors, pour essayer de comprendre le pourquoi ici, c'est qu'il y avait un très bel article dans Valeurs Actuelles, du rare magazine qu'on ne peut pas juger allié du gouvernement, qui titre « Le vrai but du confinement n'est pas celui qu'on croit ». Évidemment, évidemment. Là-dessus, je vois de plus en plus de gens qui publient en disant que le taux de mortalité de ce Covid n'est pas stupéfiant par rapport à ce qui se passait, par rapport à d'autres morts, par rapport aux épidémies de grippe, par rapport aux accidents cardiovasculaires. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas là. On est confiné parce que notre hôpital est en faillite. Vous vous souvenez que notre hôpital est en faillite quand même. Donc ça date pas d'hier. On a fait, à cause de l'Europe, des coupes sombres dans l'hôpital. Et donc le problème de ce virus, c'est pas tellement sa létalité, c'est le fait qu'il y a un nombre assez important de personnes qui ont besoin de soins, qu'il n'y a plus de place. Donc en fait, vous avez deux solutions. Soit vous laissez les personnes au travail, et ça explose, et on va voir des scènes, comme je vous l'ai décrit dans mes précédentes émissions, par exemple avec la région Calabre en Italie, 2 millions de personnes, 75 lits, places de lits qui restent. Donc là, vous allez avoir des scènes hallucinantes, hein, de gens qui vont mourir dans les couloirs, parce qu'on ne peut pas les soigner. Pourquoi on ne peut pas les soigner? Parce qu'il n'y a pas de place. C'est aussi simple que ça. Soit on les confine pour limiter la casse, mais là, c'est l'économie que l'on va tuer. Et aussi, on ne peut pas envoyer les gens au travail parce qu'il n'y a pas de masque. Est-ce que tout ça s'est fait exprès? Est-ce que ça a été calculé? Ou ils sont vraiment incompétents, nuls? Il y a beaucoup de théories, évidemment, pendant ce confinement qui commencent à sortir. Confinement que beaucoup de personnes commencent à vivre, hélas, très mal. Hein. Là, j'ai un email de Patrice qui me dit que le président du Conseil général, lui-même médecin de la Nièvre, prescrit 3 fois 14 jours de confinement supplémentaire. Après le pic épidémique. Après le pic épidémique. Donc en Italie, comme je vous l'avais annoncé, je pense, sans me tromper, hein,
Là, c'est dimanche, je fais l'émission, il est 14h20. Les chiffres n'ont pas encore été annoncés. Je vous avais annoncé un pic épidémique le 27. Bah, le 27, c'est là où il y a eu le plus de morts, quasiment 1000. Hier, ça a baissé. Donc aujourd'hui, j'espère que ça baisse aussi, et demain et après-demain. Donc, ce qui voudrait dire que ce pic épidémique a bien été calculé par les virologues italiens. Donc là, il préconise. Donc le pic épidémique français va arriver dans, je pense, une dizaine de jours. Donc là, l'autre, il veut rajouter 3 fois 14 jours. Ça commence à faire long. Ça commence à faire long. Tout ça parce que notre hôpital est en faillite, et en faillite à cause de qui? À cause de l'Europe. Ne l'oubliez pas, à cause de l'Europe. L'Europe qui a voulu des coupes budgétaires strictes dans le système hospitalier. Un petit mot d'une abonnée que j'aime beaucoup, qui s'appelle Elisabeth. Alors c'est une autre Elisabeth, hein, pour Elisabeth Calini, elle va mieux. Hein, j'ai encore pris de ses nouvelles ce matin. Elle va beaucoup mieux. Donc là, c'est une autre Elisabeth. Je crois que j'ai eu le Covid-19 juste pour pouvoir témoigner peut-être. 3 jours au fond de mon lit avec une bouillotte et une nausée permanente. Je n'étais pas ravi et un peu vexé de m'être fait avoir. Bien sûr, je n'ai absolument rien pris, hormis mes super compléments alimentaires, de la vitamine C liposomale, et j'ai bu des quantités d'eau dynamisée auxquelles je ne suis pas habitué. Maintenant, c'est bon. Je crois qu'il m'a permis de faire un petit coup de ménage. Je ne pensais pas en avoir besoin, mais bon, j'ai 74 ans et le Covid, je l'emmerde. Je travaille au jardin une bonne partie de la journée. Je suis en train de monter des rames pour mes futurs haricots grimpants. Je manie pioche, scie, sécateur et je prends des bains de soleil. Du coup, je suis toute bronzée. C'est dur le confinement. Ça fait du bien de lire ce genre de témoignage. Porte-toi bien, Elisabeth. Mais repose-toi. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière, hein? Parce qu'on voit quand même des fractures là, hein, au niveau européen. Nous avons, je vous en avais parlé il y a une semaine, je crois, ou une dizaine de jours, du mécanisme européen de stabilité. Mais je vous en avais parlé pour l'Italie, où Matteo Salvini, quand il était au pouvoir, ne voulait pas signer l'avenant de ce mécanisme européen de stabilité, où il est parti du pouvoir, mais ensuite il a fait une opposition forcée, lui, avec ses alliés, Berlusconi et Meloni, pour que Conte ne le signe pas. Et évidemment, il y avait la pression de tout le reste de l'Europe pour que l'Italie signe. Et on a vu une fissure apparaître entre Macron, Merkel et von der Leyen. Et là, ça peut être un petit peu chaud, quoi. D'abord, j'adore le titre. Mécanisme européen de stabilité. La France ne doit pas accepter le pacte faustien de l'Union européenne. Pour ceux qui ne sont pas habitués au personnage de Faust, c'est un personnage qui a pactisé avec le diable en échange de son âme, en échange d'une nouvelle vie de luxure. Donc, nous pensions la France, je vous lis pas tout, hein, nous pensions la France libérée du joug budgétaire de la Commission européenne à la suite de l'annonce récente de la présidente von der Leyen de l'activation de la clause de souplesse budgétaire qui a suspendu la supervision fédérale sur les pays européens. Mais on découvre avec effroi que l'Europe de Bruxelles profite de la désorganisation générale pour renforcer son fédéralisme sur les États membres. Telle la miséreuse Grèce sous diktat de la Troïka européenne depuis 2012, la France s'apprête à passer sous tutelle budgétaire totale du funeste MES, et prétendument appelé Fonds de sauvetage de la zone. Le MES, cette usine à gaz européiste nominée majoritairement par des dirigeants allemands, est un futur instrument institutionnel de torture sociale des peuples et sera un véritable régime de totalitarisme financier pour le pays qui l'adoptera. Donc, recevoir des sous du MES implique en échange des réformes structurelles drastiques sous la supervision des eurotechnocrates de Bruxelles et Francfort. Tout comme la Troïka avec la Grèce. En l'espèce, il ne s'agit rien d'autre qu'un simple, véritable pacte politique faustien. De plus, cette aide serait insignifiante en montant, maximum 45 milliards d'euros pour la France, qui bizarrement correspond aux 45 milliards d'euros de mesures de soutien budgétaire du gouvernement. D'ailleurs, curieusement, l'Allemagne, avec ses excédents budgétaires, ne devrait pas recourir à ce gendarme macro-financier
pour elle-même, mais la chancelière l'encourage. Pour les pays européens du Sud, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Quant à la population italienne très bien informée des dangers réels de soumission de ce nouveau fléau euro-fédéraliste, refuse majoritairement le MES. L'Europe de Bruxelles est gangrénée de la même façon, par les marionnettistes, par les lobbies, par la force de l'ombre. Bien évidemment, cela pousse les pays comme l'Allemagne, qui, en ayant perdu la Seconde Guerre mondiale, a décidé de mener une troisième guerre mondiale, mais cette fois-ci économique. Et comme elle ne pouvait pas le faire contre des puissances comme la Chine et les États-Unis et la Russie, elle a décidé de le faire en Europe. Ne racontez pas toutes les balivernes qu'on entend sur une possible sortie de la France de l'euro qui vous promet des lendemains de misère. Ça, c'est faux. De toute façon, n'écoutez pas les économistes qui passent sur les plateaux de télé. C'est tous des idiots. De toute façon, c'est simple. Mais Internet a une mémoire. Quand vous voyez un économiste qui passe sur un plateau télé, vous faites comme pour Michel Siemens, qui raconte que c'est une grippette de rien du tout, et qui continue à passer sur les plateaux télé. Les économistes, c'est pareil. Regardez ce qu'ils disaient il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui dit juste. Si, un. Mais il passe pas. Il faut aller sur les chaînes alternatives. C'est monsieur Charles Gave. Eh oui. Et lui, il avait raconté que l'euro c'était une connerie, que c'était pas une monnaie, parce qu'on ne pouvait pas faire d'une monnaie un pays riche avec, comme l'Allemagne, avec des pays plus pauvres comme la Grèce, ça ne pouvait pas marcher. Il avait prédit, lui, en écrivant un livre, avant l'euro, quand il y a eu l'euro, en disant, ben, l'euro, ça va apporter quoi? La France va avoir de plus en plus de fonctionnaires, l'Allemagne de plus en plus d'industries, la France va perdre ses industries, l'Italie va tout perdre. Il a fait ça pour tous les pays. Il s'est pas trompé, quoi. Il s'est pas trompé, c'est juste hallucinant. Et c'est normal. Parce que rappelez-vous qu'avant de passer dans l'euro, il y avait le franc français, le Deutschmark et la lire italienne. Bon, souvent le Deutschmark c'était le plus fort, il fallait à peu près 3 francs 50 pour avoir un Deutschmark, mais il fallait aussi 300 lire pour avoir un franc. Donc la lire était une monnaie très très faible. Elle était si faible qu'on se demandait si on allait pouvoir l'intégrer dans l'euro. Et alors à l'époque, en 1994, Helmut Kohl a dit on fera l'euro si et seulement si il y a l'Italie. Si l'Italie et sa lire ne rentrent pas dans l'euro, il n'y aura pas d'euro. Donc les Italiens comme des cons, ils ont foncé tête baissée parce qu'on leur a promis qu'ils allaient gagner plus, ils allaient devenir riches tous. Voilà. Moi à l'époque, quand j'étais commercial, j'allais visiter mes clients, c'était des gros industriels qui avaient l'habitude d'acheter de la machine-outil allemande. L'Italie est arrivée avec sa monnaie faible, un petit peu plus de génie et de souplesse que l'Allemagne. Ils démontaient tous les machines-outils allemandes et ils s'équipaient en machines-outils italiennes. Il y avait Autogrill qui rachetait des stations-service, des aires de service partout en Europe. Vous aviez des magasins Benetton, même dans des petites villes de 10 000 habitants, il y avait des boutiques Benetton. Il y avait des Fiat en veux-tu, en voilà. L'Italie était en train de réussir économiquement quelque chose de fabuleux, quoi. On parlait de miracle économique italien. Ça s'est arrêté dès qu'ils sont rentrés dans l'euro. Je peux vous dire que les Allemands, ils ont récupéré toutes leurs machines-outils. Faut bien le comprendre, ça. Faut bien le comprendre. Écoutez Charles Gave, écoutez François Asselineau, elle de l'UPR. Moi, je vote UPR. Et n'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte. C'est la même chose que là, quoi. On vous raconte que des niaiseries. En parlant de niaiseries, je reçois beaucoup d'emails sur des fake news. Parce qu'il y en a aussi, des fake news, mais ça je vous l'avais annoncé, comme les gens sont confinés chez eux, les conspis, eh ben, il faut qu'ils fassent de la surenchère, et donc ils publient tout et n'importe quoi, et sans aucune vérification. Moi ce qui m'intéresse, c'est que vous m'envoyez des articles de presse, des articles locaux de chez vous, des vidéos d'autres lanceurs d'alerte, d'autres chercheurs, d'autres chaînes, ne m'intéressent pas beaucoup. Parce que j'ai pas envie de passer mon temps, j'ai pas le temps de les écouter,
Et ensuite, surtout, même en les ayant écoutés, je vais rien divulguer parce qu'il va falloir que je fasse des recherches. Donc ça m'intéresse pas, je fais mes propres recherches. Hein. C'est pas du tout de la prétention, mais c'est comme ça, je travaille comme ça, et je travaille pas à regarder ce que font les autres. Donc là, il y a 3 sujets que je veux aborder parce que il y en a un qui va... je l'ai déjà reçu 15 fois ce matin, donc il va arriver énormément. D'autres que j'ai déjà reçus des centaines de fois. Donc l'un, c'est la RAI 2015, un sujet où on voyait que on fabriquait à Wuhan un virus avec le même nom que celui qui nous intéresse en ce moment. Il faut bien comprendre. Dans chaque gros hôpital, vous avez des laboratoires P3, des laboratoires d'infectiologie. À l'IHU de Marseille, vous avez un laboratoire P3. Ça travaille sur les virus et les bactéries. Ça les mute, ça les crée. Pourquoi? Parce que justement, en faisant ça, on peut anticiper la mutation du virus, quelles armes il va pouvoir faire, qu'est-ce qu'il va pouvoir, les nouvelles protéines. C'est le travail de base, mais vraiment de base pour pouvoir prévoir. Prévoir. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc dans ces laboratoires-là, on fabrique des virus, on fabrique des bactéries. Aujourd'hui, un estudiantin qui arrive en génétique, pour lui, fabriquer le virus de la variole, vu qu'il connaît le génome, c'est un jeu d'enfant. C'est un vrai jeu d'enfant. Ensuite, vous avez des laboratoires P4. Ceux-là sont sur surveillance militaire. Là, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Bien sûr, ils y font des choses, des armes bactériologiques. C'est clair, c'est évident. Vous avez des fuites qui ont lieu de ces laboratoires, P3 ou P4. En 1967, Marbourg, la fièvre de Marbourg, de la ville, où on cultivait pour un vaccin des cellules de reins de singe vert, et il y avait un virus que l'on a appelé virus de Marbourg, qui a contaminé un ou deux laborantins. Puis voilà quoi. Hein. Là, c'était très dangereux parce que c'était fièvre hémorragique, très intense. Donc, cette histoire de 2015 en Italie, il suffit de faire des recherches parce que tout est publié. Donc là, voilà, je vous le mettrai dans les liens. 9 novembre 2015, SARS-like cluster of circulating bad coronavirus show potential for human emergence. C'est toute la publication complète sur ce que vous me montrez de l'émission de la RAI 2015. Ok. Et si ça vous intéresse, je vous mets dans les liens ben voilà, toutes les recherches sur le virus qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire qu'à 99,999%, il est d'origine naturelle. Après, je vais vous dire quelque chose. Qu'il soit artificiel ou qu'il soit naturel, ça change quoi au problème actuel? Ça change quoi au problème de notre confinement? Ça change quoi à l'hôpital qui est débordé? Ça change quoi aux gens qui meurent? C'est pas la priorité. Vous pouvez pas mener 50 batailles à la fois, je vous l'ai déjà expliqué. Le deuxième sujet, c'est, vous m'avez envoyé plein de fois, l'électrification de la Terre, voilà, ce serait l'origine de tous les maux, les radars, Marconi, c'est là que ça vient tout. C'est bien, quand ce monsieur m'aura expliqué les pandémies de l'Antiquité, les pandémies du Moyen-Âge, je l'écouterai. Sinon, c'est du blabla. Moi, avec 2 dates, je peux vous les relier, les dates, avec tous les événements que vous voulez. Politique, géopolitique, astronomique, trop facile. Trop facile. Ensuite, ah oui, bah là, ça vient d'arriver, ça vient de tomber, là, depuis ce matin, ça pleut. Mais alors, je sais pas pourquoi j'ai reçu que ce matin, parce que c'est assez... Enfin, le temps que ceux qui font les fake news trouvent. Ordonnance du 25 mars 2020 relative à l'adaptation des délais et des procédures applicables à l'implantation et à la modification d'une installation de communication électronique afin d'assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique. Et donc, tout le monde qui dit, eh ben voilà, maintenant, on va pouvoir déployer la 5G partout et nous irradier avec le virus. Non, mais il faut arrêter, il faut vraiment arrêter avec ça, quoi. Dans l'article, vous l'avez lu, vous propagez des fake news vous-même tout seul, sans avoir lu l'article, où il est question de 5G, Concernant le 5G, je rappelle qu'en France, on en était à quelques zones de test, car il devait y avoir les enchères d'attribution des fréquences qui ont été repoussées par l'ARCEP, c'est l'ARCEP qui décide à cause du Covid. Donc, même si il n'y avait pas eu ce décalage, il n'y aurait pas eu de 5G en France avant
à la fin de l'année. Il n'y a pas de 5G en France. Il n'y a pas de 5G en France. D'accord? Aujourd'hui, les tests que nous faisons sur la 5G fait que la 5G telle qu'elle sera dans la première phase ne traverse pas les murs et qu'elle est moins puissante que la 4G et beaucoup moins puissante que le Wi-Fi que vous avez à la maison. Alors moi j'aime bien toutes les théories sur la 5G. Je vais je vous ferai une émission sur la 6G, d'accord? La 6G. Parce que croyez-moi, la 5G à côté, c'est que dalle. Mais alors, que dalle. Et puis, eh ben voilà, je termine sur. Oui, alors un autre sujet, vous m'envoyez beaucoup là sur un type, je vous mets en photo. Moi, je connais pas ce type. Je connais pas, donc il m'intéresse pas, et donc je vais pas regarder une de ses vidéos pour savoir qui c'est, qu'est-ce qu'il dit, je m'en fous. Il était nul et non avenu avant, et il avait rien fait. Il cite aucune source, ça ne m'intéresse pas. Arrêtez de m'envoyer tout ce que vous trouvez. Je vous mène néanmoins dans mes liens. Ah oui, il y a encore une autre fake news, encore une autre, la vitamine C bientôt interdite. Ah, ça, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ils sont en rupture de stock, ça c'est sûr et certain. Je vous avais fait une émission où je vous avais mis des adresses où vous pouviez vous fournir en vitamine C. Ouais, voilà, c'est des petits laboratoires qui fabriquaient la vitamine C à petite dose. Et là maintenant, c'est tout le monde en veut, quoi. Donc voilà, ils sont en rupture de stock, c'est juste économique, il n'y a aucune interdiction. J'ai des gens qui travaillent dans ces laboratoires de vitamine C, ils n'ont jamais vu ça, ils comprennent même pas ce qui se passe. Voilà, ils comprennent pas ce qui se passe. Et il n'y a aucune interdiction. Et la vitamine C, vous pouvez la fabriquer chez vous, à la maison, si vous voulez. Voilà, écoutez, j'ai tout dit. Je vous laisse pour aujourd'hui. À demain, parce que j'ai quand même pas mal de taf. Bye bye. Bonne soirée. À la prochaine. Bisous.